Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Audrey Hannard, qui est partner chez Dalberg à Londres. Dalberg, c'est une firme de consultants stratégiques qui s'est spécialisée dans des missions à fort impact sociétal et qui est présente partout dans le monde. Audrey s'est surtout fait connaître en Belgique pour avoir été pendant 4 années la présidente du conseil d'administration de Bpost, fonction à laquelle elle a accédé alors qu'elle avait 35 ans à peine. Vous constaterez qu'Audrey est quelqu'un de réflexif, de très humble, qui n'a pas peur d'aller à contre-courant et à très fort engagement sociétal. Avec elle, nous parlerons d'impact, d'intuition, d'audace, de son rôle de présidente du conseil d'administration de la plus grande entreprise publique belge, où elle a utilisé des approches d'intelligence collective et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous. Audrey Hannard, partenaire chez Dalberg. Quelles ont été les grandes étapes de ton parcours avant ça ? Alors, je ne sais pas jusqu'à quand on veut remonter, mais avant Dalberg, donc moi j'ai une gestion à Solvay, je crois que c'était un peu un premier choix quand même important. Je me rappelle un peu naïvement, j'avais dit à mes parents que je voulais faire Solvay pour comprendre le monde, y compris de l'entreprise, pour pouvoir le changer. C'était déjà très ambitieux. Mais j'avais un peu j'étais assez idéaliste à l'époque. Il y avait eu le sommet de Porto Alegre à l'époque sur l'intermondialisme et ce genre de courant qui me parlait beaucoup. Et donc, j'ai rejoint Solvay pendant 5 ans pour faire ça. Et un peu dans la même logique, en fait, j'ai continué vraiment chez McKinsey comme junior. Un de mes professeurs m'avait dit McKinsey, c'est comme l'année 6SM de Solvay. Et effectivement, j'ai beaucoup appris. Je travaille dans plein de secteurs différents. J'ai aussi, pour la première fois, à ce moment eu l'occasion, et ça c'est carrément important pour moi, de travailler à Haïti, juste après le tremblement de terre de 2012, pour aider à coordonner la réponse des différents acteurs, de la diaspora, même du gouvernement local. Et donc, j'ai découvert pour la première fois la complexité de ce qu'est l'aide humanitaire, le monde humanitaire, et comment ça peut mener parfois aussi des effets non désirés, des effets secondaires. Donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir. En tant que consultante McKinsey, alors c'était une mission McKinsey ? Oui, c'était une mission McKinsey en soutien à l'époque McKinsey a beaucoup opéré à l'époque du tsunami, donc plutôt en Thaïlande, à aider à réfléchir à comment reconstruire mieux la province et quelque part catalyser tous les fonds qui étaient mis à disposition à ce moment-là du tsunami, donc du désastre écologique, pour utiliser cela à des fins de construction à plus long terme. Et la même logique va être appliquée à Haïti. Mais Haïti est un pays très complexe. Il y a beaucoup d'intérêts divergents, des familles locales qui ont leurs propres intérêts. Il y a une très forte diaspora qui n'habite pas à Haïti, mais il y a des opinions sur ce qui va s'y passer. Il y a des clans encore très forts, y compris des clans violents qui ont aussi une perspective différente. Il y a pas mal de corruption. Voilà, tout était pour moi nouveau à découvrir et donc une expérience assez enrichissante. Et tu habitais sur place ? Et on habitait sur place pendant 4 mois. J'étais sur place à aider à réfléchir à comment on pouvait créer une commission menée par à l'époque le Premier ministre Bellerive. Et ça a effectivement eu lieu. Ça a permis quand même certaines avancées, je pense. Mais après, on a vu ce qui s'est passé dans les années qui suivent à Haïti ne va pas forcément dans le bon sens. Ça reste une politique très complexe. Mais ça m'a permis de décider que je voulais effectivement travailler dans les thématiques d'impact sociétal. Peut-être pas au sein des Nations Unies, comme c'était mon rêve à la base. Mais j'ai quand même décidé de faire un master en gestion publique, donc un Master of Public Administration à Columbia à New York ensuite, où j'ai eu l'occasion de encore travailler pour les Nations Unies, mais cette fois-ci plus au QG, donc vraiment à New York, sur les rapports de macroéconomie. Et là aussi, je me suis rendu compte que rédiger des rapports sur papier, c'était pas trop mon truc. Je crois que j'avais bien aimé être active en conseil justement chez McKinsey. On voit quand même plus rapidement un résultat de ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, donc je suis après ces années-là, j'ai testé beaucoup de choses pendant mon MPA et puis je suis retournée encore quelques années chez McKinsey où je suis devenue entre-temps manager. Pas mal travaillé dans le domaine de la santé et de l'enseignement aussi. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai quitté d'abord faire un petit virage par une start-up en biotech. Ça, c'est quand même
intéressant pour moi aussi. J'avais une amie qui était bio-ingénieure de l'ULB, qui avait déposé un brevet dans l'analyse de spectre pour protéines, qui s'appelle encore, qui existe encore, Spectralis. Elle fait une analyse de protéines, j'encourage à Spectralis. J'ai ressorti du coup tous mes cours de physique et de chimie de Solvay dont je pensais que je n'en aurais jamais besoin, donc c'était très utile. Et puis c'était très gai pendant une année de réfléchir vraiment à la dimension commerciale de comment il y a un brevet, il y a une technique d'analyse, quels sont les vrais problèmes auxquels on peut aider à résoudre, à répondre pour le secteur biopharma. Et donc ça un peu les use cases, et donc vraiment aller analyser ça avec elle et développer les premières ventes. Donc c'est vraiment un modèle de service. Et donc c'est encore une PME qui existe. Donc j'ai découvert un peu ce monde-là à ce moment-là. Ça m'a convaincu dans le fait que j'aimais bien le côté entrepreneurial avec plus petite structure, et donc j'ai quitté à ce moment-là McKinsey pour rejoindre Telos Impact, qui existe encore aussi. Son fondateur venait de quitter la banque de Grove Petercam pour aider des familles qui avaient créé des fondations philanthropiques à développer des stratégies de portefeuille et à structurer leur portefeuille philanthropique et impact investing. Et donc je les rejoins pour faire ça. On travaille principalement sur les thématiques d'enseignement. Donc fascinant de pouvoir continuer à travailler avec plein d'associations de la société civile dans le domaine de l'enseignement, mais dans d'autres thématiques aussi. Et pour les aider à obtenir des fonds, aussi réfléchir à comment utiliser ces fonds pour avoir un vrai impact systémique et pas juste rester dans une SBL à petite échelle, mais comment est-ce que si on développe un outil, une méthode, une approche dont pourraient bénéficier tous les élèves ou toutes les personnes qui recherchent un emploi ou toutes les personnes issues de l'immigration pour faciliter l'intégration, comment faire en sorte que ça puisse bénéficier au plus grand nombre et quelles sont différentes méthodes de mise à l'échelle de l'impact. Donc ça, graduellement, ça m'a finalement amené chez Dalberg, où je suis maintenant, qui est ce cabinet de conseil, qui a des bureaux à travers le monde. Il y a une trentaine de bureaux. En Europe, on a Paris, Genève et Londres. Donc je les ai rejoints à Londres. Pour la petite histoire, ça m'arrangeait parce que mon compagnon actuel était à Londres. Et donc j'étais bien contente de trouver un job à Londres. Mais les choses se sont mises très naturellement. J'ai eu beaucoup de chance. Je crois que de manière générale, dans mon parcours, j'ai eu de la chance que des opportunités très chouettes se sont présentées au fur et à mesure. Parfois, les gens me demandent un conseil là-dessus, et je crois que ce qui est vrai, c'est que je crois que j'essaie d'avoir une boussole intérieure de qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire, et c'est pas toujours très précis, mais ça me permet assez rapidement de définir si une proposition m'intéresse ou pas et pourquoi, et à quelles conditions, entre guillemets, et quels sont les termes qui peuvent rendre cela intéressant pour moi. Et donc voilà, quand Albert m'a proposé de les rejoindre, j'ai assez rapidement dit oui. C'est du domaine de Euh, l'intuition, c'est André? Cette boussole, tu dirais que c'est ton intuition? Alors, l'intuition, ça dépend comment on définit l'intuition. Moi, c'est un peu comme Dieu, ça dépend de comment on le définit. Je crois que moi, je fais beaucoup de yoga. Ça, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé. J'ai découvert le yoga une première fois en Inde. J'ai fait un Erasmus en Inde. À l'époque, ça m'a pas beaucoup parlé parce que c'était très religieux, en fait. En Inde, j'avais vu des personnes faire des prières en faisant du yoga. Donc voilà, j'avais observé ça presque plus comme une pratique culturelle que spirituelle au sens plus large. Et puis aux États-Unis, donc à New York, j'ai commencé à refaire du yoga de façon westernized, donc plus adaptée au monde occidental, avec toute la réflexion sur la respiration, toute la philosophie sur l'observation, le temps de, justement de la méditation qui va avec. Et donc pour moi, je crois qu'avoir des moments de recul, de méditation, de réflexion, ça crée oui, je crois que ça crée cette intuition ou cette boussole, effectivement, de sentir vers où est-ce que mes envies me portent et qu'est-ce qui est de l'élan du bousculement qui va durer 12 heures et qu'est-ce qui est vraiment quelque part un élan plus long vers où j'ai envie d'aller. D'Albert, par exemple, aussi, était déjà venu, j'en ai entendu parler quand je commençais chez McKinsey. À ce moment, j'étais à Bruxelles, j'avais des raisons d'être à Bruxelles. J'avais pas du tout envie à l'époque de partir à l'étranger. Et ça m'est revenu par après, dans une autre phase de vie. J'ai eu d'autres choses dans ma vie. Les gens disent l'opportunité de prendre qu'une seule fois, ça, je crois pas que c'est vrai. Je crois qu'au contraire, parfois, il faut être capable de dire non à une opportunité en se disant que c'est pas le moment, pas l'instant, en faisant confiance à ce que ça se reproduise. Récemment, on m'a demandé d'écrire un livre, par exemple. J'ai mis 3 semaines à refuser. Parce que évidemment, j'étais flattée à première vue, je me suis dit, c'est intéressant, peut-être qu'il y a des choses à dire. Et puis je me suis dit, en fait, c'est pas le moment, pour plein de raisons différentes, mais peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'écrire un livre, et j'espère qu'à ce moment-là, l'occasion se représentera. Et je crois qu'il y a une question de se faire confiance et sentir quand les choses viennent. Et ça demande peut-être cette méditation, ce recul, pour écouter ce qui vit, en fait. Donc, on peut appeler ça intuition, mais je crois que c'est créer de l'espace pour aussi. Ah, c'est beau. Tu parlais de la chance, alors c'est très modeste de ta part, les gens qui reconnaissent avoir de la chance.
Ça me fait penser à deux choses. D'abord, une chose un peu humoristique. D'habitude, c'est l'inverse. Les gens pensent qu'ils ont du talent et que ce sont les autres qui ont de la chance. Et donc, c'est modeste de Mais c'est ta vrai, part. ça, j'entends de plus en plus dire ça, mais je suis pas sûre. Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi dire qu'ils vont de la chance. Donc, je sais pas Oui. si je suis entourée de gens humbles en général, mais Probablement que je tu pense choisis que des gens comme ça autour de toi. Et alors, aussi, la chance sourit aux audacieux. Il faut pouvoir la saisir quand oui, elle mais donc passe. ça, c'est vrai. Je pense que ça, c'est vrai. Euh, c'est marrant, j'en parlais avec la ministre Petra Sutter, avec qui je m'entendais très bien quand j'étais chez Bipost. On n'est pas encore arrivé à l'étape Bipost, mais on peut en parler Mhm. après. Euh, et elle me disait, oui, mais enfin, te retrouver dans cette position-là. Et c'est vrai que j'avais dit, mais ce qui est vrai, c'est que je sais pas, enfin, je n'avais pas du tout à ce moment-là l'idée de me dire, je pourrais peut-être un jour être président de Bipost, ça n'avait jamais traversé l'esprit. Mais quand on m'a proposé le rôle, j'avais une vision assez précise de ce que j'aime bien faire, ce que j'aime pas faire, et ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Et donc, assez rapidement, je suis pas les sanctions. Et donc, elle m'avait dit qu'effectivement, quand on lui a proposé la position de ministre, elle s'est assez rapidement aussi dit, mais là, je vois un rôle pour moi à jouer. Et donc, elle s'était pas posé la question avant, mais elle a pris l'opportunité quand elle s'est présentée. Et donc, je crois qu'autant je viens de dire, il faut savoir dire non, autant je crois qu'il faut savoir dire oui aussi. Et donc, ce qui est certain, c'est que avoir à tout moment justement cette boussole de qu'est-ce qui pourrait me plaire. Et à nouveau, pour moi, c'est pas toujours très défini comme des descriptions de poste, mais qu'est-ce qui me tente ou pas. Et je peux de nouveau rentrer dans l'exemple de Bipost par après. Ça, je crois que c'est important. Et donc, pour en venir à ça, quand on m'a proposé le poste, évidemment, mon premier réflexe a été de dire, mais souvent, on me contacte pour chercher des femmes. Donc, on dit, est-ce que tu connais une femme? On cherche à diversifier notre profil. Et donc, je peux réfléchir. Mon premier réflexe a été de dire, mais je connais pas aussi bien la génération des femmes qui ont 10, 20 ans de plus que moi. Et donc, je suis pas Avec sûre que quel j'avais âge à ce forcément moment-là, donc on t'a contacté pour 35 être ans. présidente du conseil d'administration de Bipost? C'est ça, hein? 35 ans. À 35 ans. C'est vraiment pas commun, Alors, hein. donc, voilà. Donc là, au début, je me suis dit, non, mais je suis pas la bonne personne, ça n'a pas de sens. Et puis, on a clarifié, on a dit, mais on ne demande pas des noms de profil, on pense à toi, en fait. Euh, et là, j'ai réfléchi. Donc, ce qui est certain, c'est que moi, j'avais beaucoup déjà travaillé pour Bipost par le passé. Je crois que c'est pas un secret maintenant, je peux le dire, que McKinsey a beaucoup travaillé avec Bipost. Et donc, moi, j'ai travaillé avec Bipost aussi quand j'étais chez McKinsey. J'ai travaillé pour d'autres entreprises publiques quand j'étais chez McKinsey aussi. Je suis trilingue, j'étais à l'école en néerlandais, donc je parle couramment néerlandais aussi. Euh, j'ai fait partie du groupe du Vendredi, qui est un think tank de jeunes de 25-35 ans qui réfléchit à un autre avenir pour la Belgique que les lignes partisanes qu'on décrit, qui donc typiquement publie des rapports qui en général essaient justement de mélanger différentes propositions au-delà des lignes partisanes habituelles pour essayer de progresser les choses. Et je peux citer quelques exemples après. Oui. Euh, et là, j'avais du coup appris à gérer des débats dans des cénacles polarisés pour arriver à des conclusions communes. Et donc, je me suis dit, si le rôle d'un président ou d'une présidente de CA, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses à tout parce qu'on a déjà vécu soi-même. De toute façon, le monde est tellement imprévisible que je doute que n'importe qui ait vécu tout ce qui puisse arriver. Mais fédérer autour d'une table des personnes qui sont, elles et ils, des experts, chacun de leurs droits, apportant leur intelligence, leur perspective, leur expérience sur différents sujets, permettre la divergence dans les débats pour élargir, enrichir la discussion, mais après permettre la convergence où on aboutit à une recommandation qui, je l'espère, est meilleure que ce qu'elle avait apporté par le management. Alors, je crois que c'est quelque chose que je sais faire, que j'aime bien faire et qui m'intéressera beaucoup. Et l'idée de soutenir une entreprise publique à passer ce cap de transformation qu'elle doit passer actuellement avec la digitalisation et la privatisation graduelle du service est quelque chose qui m'enthousiasmait, ne serait-ce que parce que moi, un sujet que je travaille beaucoup chez Dalberg, c'est tout ce qui est la mise à l'emploi, l'enseignement et la mise à l'emploi. Et donc, comment accompagner toutes les personnes qui, par le monde, travaillent pour Bipost, qui ne sont pas tous des gens qui ont fait doctorat ou des masters en gestion, et comment leur permettre de retrouver leur place dans un nouveau monde quelque part, et soit leur trouver des nouveaux rôles au sein de l'entreprise, soit même de les aider à se développer pour trouver des postes ailleurs. Et donc, cet enjeu, moi, me passionnait, et donc je disais autant la thématique, vu sous cet angle-là, me passionne, et c'est ça que je peux apporter en termes d'expertise, en termes de compétences et de gestion. Si on revoit un peu le CA, pas comme certains le voient parfois traditionnellement, comme une espèce de stamp d'approbation. Et en fait, l'ambition du management, c'est surtout que la proposition passe telle quelle au CA, mais plutôt au contraire que ce soit un vrai espace de réflexion, de sounding board, d'accompagnement du management et du CEO en particulier ou de la CEO. Dans ce cadre-là, je voyais bien mon rôle.
Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai en fait assez facilement dit oui. Et Pour donc, quelque chose tu as qui à reçu un la coup de base ne me fil. paraissait pas si évident. Vraiment pas. Donc, tu as reçu un coup de fil, c'est Petra de Sutter qui t'a appelé? Non, donc la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est enfin, c'est Petra de Sutter formellement, oui, mais donc la manière dont ça marche en toute transparence, c'est donc il y a le concept de clé d'Hunt en Belgique. Et donc, au niveau du fédéral, c'est le gouvernement, donc les partis politiques du gouvernement qui, pour l'instant, enfin, qui jusqu'à ce moment-là, se partageaient les sièges des différents CA. Ok. Et donc, après, font des propositions de personnes dont ils pensent que la personne pourrait jouer ce rôle. Une fois que la personne est proposée, la personne joue son rôle de manière totalement indépendante. Ça, c'est important à souligner. Donc, la personne peut avoir été proposée sur proposition d'un quota d'un parti politique. Et typiquement, moi, je n'ai pas de carte de parti, par exemple. Mais après, la personne mène son mandat sans devoir, non, sans pouvoir même rendre des comptes au parti politique en question. Ma personne, et donc c'est là où formellement, oui, c'est Petra de Sutter qui m'a contacté. Mais évidemment, on avait vérifié en amont si j'étais d'accord éventuellement de prendre ce poste avant que Petra de Sutter me propose officiellement. Et donc, ma personne de contact au sein du gouvernement était Petra de Sutter. Je crois que c'est pas le sujet pour ce Non. podcast, pour les gens qui sont vraiment intéressés. La SFPI, donc la Société fédérale de participation, entre-temps, détient toutes les parts du en public. Et donc, c'est la SFPI qui doit, à l'avenir, est la personne de contact. Donc, pas forcément la ministre en tant que telle, mais la SFPI qui est censée coordonner les parts de l'État et donc les postes de CA. Donc, tout ça est encore un peu en transformation. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, outre le processus de recrutement, c'est de se dire, mais dans le fond, voilà, donc ils ont fait un choix très audacieux de demander à quelqu'un qui avait certainement une tête bien faite, mais pas encore énormément d'expérience, de présider ce qui est sans doute la plus grosse entreprise publique belge ou semi-publique, ça il faudra que tu nous expliques. Et tu as tenu là quelques années dans ce rôle avec quand même des gros dossiers. Alors, on ne va pas rentrer dans les dossiers parce que ce n'est pas le sujet de ce podcast. Le sujet de ce podcast, c'est ta vision sur le leadership, la culture, ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as pu faire dans ce cadre-là, et finalement, ce que ça a pu apporter à Bpost de nommer quelqu'un qui était un peu, pas le personnage attendu là, et je pense que tu as été félicité hein, pour ta présidence, et la presse était toujours positive y compris sur les dossiers délicats que tu as eu à gérer. Mais donc voilà, c'est cet élément de leadership et où d'habitude on a plus de cheveux blancs que moi quand on prend ce genre de rôle-là. Mais là, c'était un peu l'inverse. Donc, et comment ça s'est passé concrètement pour toi? Donc, une fois que tu as accepté, tu as pris ton mandat. Donc, quand j'ai pris mon mandat, il y a eu un petit bouleversement de culture, effectivement. Alors, ce qui m'a, entre guillemets, aidé, c'est qu'au même moment, une bonne partie, presque la moitié du CA a été renouvelée aussi. OK. En fait, les gens ont probablement déjà oublié, mais au moment où j'ai rejoint, il y avait un peu une crise chez Bpost. On pensait que c'était une grosse crise, rien comparé à ce qu'ils attendaient. Mais le CEO précédent avait été licencié, ou avait été demandé de quitter parce qu'il avait eu des histoires de cartel dans son rôle précédent, avant Oui. Bpost. Et le président avait été quitté dans la foulée aussi, donc il n'y avait ni CEO ni président quand j'ai rejoint. Je crois qu'on m'a proposé effectivement ce côté vent nouveau. Je crois que c'était l'époque aussi où Macron, par exemple, était devenu président à moins de 40 ans de la Oui. France. Il y avait un peu un élan quand même dans différents pays. C'était encore une ère un peu Obama aussi, de se dire quelque part, c'est une nouvelle génération de prendre le relais. Et d'ailleurs, quand j'ai hésité, on m'a dit, et Petra Sow m'a dit, mais c'est aussi la nouvelle génération maintenant de prendre les choses en main et d'essayer de façonner les choses à ce qu'on pense être utile pour la suite. Et ça m'a enthousiasmé cette perspective. Donc je pense que ça a joué. Alors le fait d'avoir du coup la moitié du CA qui était renouvelée avec moi, effectivement, généralement plus âgé que moi, a fait que j'ai pu aussi instaurer une nouvelle culture. Et il n'y avait pas de CEO, donc j'ai pu vraiment trouver ma place. Il y avait le CEO à intérim, mais j'ai 2-3 mois quand même pour moi trouver ma place aussi sans devoir vivre avec un CEO qui aurait quelque part plus d'expérience que moi de Bpost. Donc j'ai instauré ce qu'on appelle la gestion de réunions par consentement. Alors je l'ai pas dit aux gens tel quel, mais je l'ai appliqué. C'est-à-dire que pour moi, c'est une méthode où on fait des tours de table, donc on s'assure que tout le monde participe, et pas juste 2-3 vives voix comme ça arrive parfois dans certains CA. Je parlais toujours en dernière, donc il n'y a pas le souhait d'influencer le débat en commençant par dire, mais vous savez, j'ai vu le document, je pense que ça c'est très bien. Donc on appelle ça un tour de clarification. On demande aux personnes de poser des questions de clarification, mais pas encore des opinions ou des perspectives. Une fois que les clarifications sont posées, et tout le monde ne doit pas en avoir, ça on fait en général en méthode popcorn, comme on appelle ça, donc qui veut poser la question. Et puis je fais un tour donc de ressenti. Et là on laisse les gens ressentir. Le auteur, c'est parfois peur dans le monde business, mais on demande aux gens d'expliquer comment ils se sentent par rapport à la proposition.
et bonification. Comment est-ce qu'il l'améliorerait? Donc, un des principes, c'est qu'a priori, on ne peut pas critiquer sans proposer une suggestion d'amélioration pour pallier à sa propre... Et où on l'avoue honnêtement, on dit, voilà, j'ai un malaise avec ça, mais je n'ai pas de solution à apporter, mais je le pose quand même par rapport au groupe. Et donc, ça permet de s'assurer qu'on entende tout le monde. Et mon rôle à moi était du coup de synthétiser un peu les perspectives et d'arriver à proposer une contre-proposition, enfin, justement, pas contre, plutôt une proposition améliorée sur base de ce que tu as ressenti. Et ça a très bien pris, en fait. Les gens ont beaucoup apprécié de se sentir impliqués, peut-être plus qu'avant, du coup. Alors, je sais que le CEO et le management au début avaient parfois un peu peur parce que, du coup, ça partait beaucoup plus dans tous les sens dans les discussions que ce qui peut être parfois le cas dans un CA. Mais ils ont rapidement vu que ce que moi j'apporte, je pense, c'est ma capacité à aussi converger et à C'est faire dingue. aboutir les discussions et à amener à des décisions. Et donc, c'est ça qui, effectivement, on a pratiqué ça pendant 1 an en, en vol de ligne normal. Et puis, quand la crise est arrivée, et ça, il y a beaucoup de podcasts sur le leadership qui insistent. En fait, on pratique pas son leadership en période de crise, on pratique en amont. Et c'est parce qu'on a été authentique et sincère et on a essayé d'être transparent en communication possible pendant les temps normaux qu'au moment où il y a vraiment des gros problèmes qui se présentent, on a créé quelque part le capital de confiance suffisant pour pouvoir passer la crise, y compris à certains moments devoir dire, là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais il faut faire telle action. Et malheureusement, je ne sais pas communiquer pourquoi. J'ai dû dire ça au management 2-3 fois parce qu'il y avait tellement d'enquêtes en cours et de choses qui étaient juste archi confidentielles et mettaient à risque l'entreprise et la valeur de l'entreprise en bourse si on le communiquait, que je ne pouvais même pas communiquer une décision très compliquée à comprendre au management. Et j'ai eu la chance qu'on me suive, y compris les syndicats, par exemple. Les syndicats auraient pu aller en rue faire la grève tout de suite en disant, mais on sait à cause d'un cartel qu'on va perdre le contrat et ça va nous impacter tous. Donc, nous, on dépose les outils, on fait la grève tout de suite. En fait, les syndicats eux-mêmes ont bien senti qu'on était en train d'essayer de faire ce qu'il fallait pour le mieux de l'entreprise et que c'était facile pour personne et que j'étais, j'espère, la première à aller au charbon et à prendre des risques. Et donc, quelque part, il y a eu moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, j'ai senti une vraie cohésion au sein de l'entreprise. Et ça m'a Attends, apporté. il faut qu'on pose un instant, parce que tout ce que tu dis là, c'est d'une telle densité, d'une telle richesse. Alors c'est dingue. Donc on nomme quelqu'un de très jeune, probablement dans l'intention d'un peu dépoussiérer et d'amener un autre regard sur les choses. Et donc, toi, tu débarques là avec une méthodologie d'intelligence collective, décision par consentement, qui est une des plus belles, je trouve, méthodologies d'intelligence collective, parce qu'elle vient balayer les jeux de pouvoir. Hein. Elle ne laisse pas la place aux jeux de pouvoir. Tout le monde s'exprime à son tour. Et il faut un bon facilitateur, il faut un bon président de séance, parce que le naturel peut revenir au galop. Mais donc, si on imagine un conseil d'administration d'une entreprise telle que Bipost comme étant un endroit de jeu de pouvoir, toi, tu amènes une méthodologie qui, justement, évite que ça prenne la place et où, d'habitude, les décisions se prennent par consensus, c'est-à-dire on cherche un peu un terrain d'entente où il n'y a personne, enfin, c'est une grosse négociation. Tu amènes une Ouais. méthodologie beaucoup plus saine, mais qui est audacieuse, de décision par consentement. Alors, j'invite toutes les personnes qui suivent le podcast à se renseigner là-dessus, parce que c'est très adulte comme manière de fonctionner. Et comme tu l'as dit, on pose des questions de clarification, on donne son opinion et on propose des bonifications. Et alors, c'est une posture que tout le monde prend de respect mutuel. Alors moi, je me souviens d'avoir participé à des décisions qui se prenaient comme ça. Et en étant terriblement frustré moi-même, mais en acceptant ma frustration, je pensais que j'avais l'idée du siècle dans la bonification. Et quand on l'avait fait là, cette fois-là, il fallait un quota. On votait pour pas non plus faire des débats trop longs. On dit, OK, tu as proposé ta bonification, on vote. Eh ben, ça n'a pas atteint le quota, voilà, au suivant. Et donc, je disais, ben alors, soit je suis un génie inconnu, soit ma proposition n'est pas si géniale que ça. Quoi. Un génie non reconnu, soit ma proposition n'est pas si géniale que ça. Mais on passe parce qu'on se dit, le collectif prend le dessus, et pour le bien du collectif, et donc on ne se fâche pas, on n'essaye pas de passer. Parce que ce qui se passe si on n'a pas ce genre de méthodologie, on va mettre un petit peu de ta proposition pour pas que tu sois triste. Mais ça, c'est pas des relations d'adultes, c'est des relations autres. Et donc, c'est magnifique. Je ne savais pas du tout que tu avais amené des méthodologies d'intelligence collective au conseil d'administration de Bipost. Ça fait combien de personnes Bipost au total? Donc, au niveau du CA de Bipost, il y a 12 administrateurs avec le CEO compris. Et Bipost, groupe au niveau mondial, c'est 40 000 personnes. Oui. Et alors, peut-être pour rebondir sur ce que tu décrivais, moi, j'avoue qu'une des fiertés, je m'en suis pas rendu compte au moment même, c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait la réflexion à la fin, un de l'administrateur. On n'a jamais voté pendant que j'étais au
au CA. Tout a toujours été pris. Et ma question finale, c'était toujours, can you live with it? Est-ce qu'on peut vivre avec la recommandation? Ça, c'est un peu la clôture du consentement. C'est un peu comme tu disais, certaines propositions ont été reprises, d'autres pas, d'autres ont été modifiées. Parfois, il restait 1 ou 2 membres qui étaient quand même pas tout à fait à l'aise avec la direction où on allait collectivement. Mais je leur dis, mais est-ce que demain matin, quand vous réveillerez, est-ce que vous pouvez vous regarder en miroir et dire, ça va, c'est pas une mauvaise décision? Et si la réponse est oui, alors ça permet de dire qu'on avance, mais alors on avance ensemble et ça c'est l'obligation de l'administrateur, ça c'est dans le code de gouvernance des entreprises. Autant les débats doivent être vraiment justement animés et riches, autant après c'est une décision collégiale. Et donc n'importe qui est interrogé sur la décision doit la soutenir par la suite. Alors, c'est pas mal. Donc ça fait partie aussi des principes de fonctionnement. Ouais, alors c'est un principe qu'on appelle le principe de double loyauté. Donc, c'est l'obligation, quand on fait partie d'une assemblée, d'être loyal au débat, c'est-à-dire donner son opinion, Tout à et fait. puis d'être loyal à la décision en disant ben, je me range à la décision et on parle d'une seule voix après. Donc, c'est le principe de double loyauté qu'on peut mettre en œuvre dans les entreprises, dans les comités de direction, etc. Et puis je crois qu'un Oui. autre élément important dans la culture à apporter, et j'ai pas de framework pour ça, mais je crois que j'espère que j'ai réussi à le faire quand même assez souvent, c'est de donner cet espace où chacun se sent libre de la parole, justement. Et donc cette loyauté au débat, souvent quand je demandais, donc j'ai aussi instauré une culture un peu plus de feedback. Je l'ai fait relativement tard, j'aurais peut-être dû le faire dès le départ, où je demandais des feedbacks et je donnais des feedbacks aux différents membres du CA. Et un des feedbacks qu'on m'a donné, c'est avec toi, contrairement à d'autres CA, on se sent toujours à l'aise d'exprimer ce qu'on pense. On n'a pas peur de déranger, entre guillemets, ou de l'opinion des autres. Et parce que c'est vrai que moi, et ça, je crois que naturellement, j'ai une curiosité. Ça m'intéresse quand les gens ont une opinion différente de la mienne, parce que je me dis, chic, je vais apprendre quelque chose. Et donc, je crois qu'il y a un peu de ça. Et donc, les gens sentent que j'avais une vraie curiosité pour comprendre les perspectives qu'ils vivaient. Et donc, ça permettait vraiment à chacun de dire ce qu'il pensait. Et ça évitait, alors j'ai appris ce terme récemment, mais j'ai adoré, le No Toilet Revolution. Ça évitait le principe où les gens quittent le CA et puis vont aux toilettes, et puis aux toilettes se plaignent en disant, mais qu'est-ce qu'il a raconté celui-là? T'es d'accord? C'est quand même n'importe quoi ce qu'on est en train de dire. Et qu'on se sente à l'aise de ne pas attendre la pause à café ou voilà, encore plus trivialement les toilettes pour en parler, mais au contraire que quelque part, les choses peuvent être dites en réunion. Et ça, j'ai peut-être observé 2-3 fois où j'ai trouvé que c'était un peu un échec, où j'ai observé des phénomènes où, après la réunion, j'observais soit par email, des relances d'emails sur les PV, par exemple. Tout d'un coup, on réouvrait en fait le débat. Ce qui était soi-disant une modification du PV était en fait une façon de réouvrir les débats. Ou bien la réunion était clôturée, les gens se préparent à partir, et là j'entends qu'on a parti, il y a quand même des sujets qui commencent à ressortir, où je me dis, ah, ça aurait dû faire partie du débat collectif. Donc il y a eu 2-3 moments où je pense qu'on n'y est pas arrivé aussi bien qu'on aurait pu ou dû. Mais globalement, c'est un autre concept pour moi très important. C'est vraiment de s'assurer que les gens puissent effectivement avoir cet espace. Et le courage aussi, c'est une double responsabilité. C'est une responsabilité de la personne qui facilite, mais c'est aussi une responsabilité de la personne qui participe d'effectivement avoir cette loyauté. Chez McKinsey, on parle de obligation to dissent. Oui. Et j'aime beaucoup ce concept. Ça veut dire quoi ça? Obligation to dissent, tu peux Et l'expliquer? que si on n'est pas d'accord, on doit l'exprimer. Alors, moi, quand j'étais chez McKinsey, on m'a ensuite dit, oui, mais enfin, pick your battles, parce que je crois que j'étais un peu trop de ce côté-là. Moi, depuis le début, j'avais des opinions assez trempées, donc on m'a dit, à un moment donné, il faut quand même un peu choisir ses combats, ce que je trouve tout à fait valide aussi, donc il faut choisir un peu là où on est vraiment, on a une opinion forte. Mais c'est l'idée, en tout cas, qu'on ne peut pas ne rien dire et puis aller se plaindre par après. Oui. C'est que si on veut vraiment aider là, justement, le collectif à avancer, il faut partager ses perspectives de la manière la plus concise possible. Et puis, voir où évolue le groupe. Et puis, il y a des processus justement de prise de décision qu'il faut respecter. Donc, dans ce cadre-ci, c'est à un moment donné, on arrive à un consent à travers le groupe. Et si tu sais à quel level it, you can live with it, et c'est fini. Dans un cadre hiérarchique plus de conseils, ben, à un moment donné, comme junior, tu peux exprimer ton opinion, tu dois exprimer ton opinion. Mais à un moment donné, quand toutes les opinions ont été exprimées, c'est quand même le chef de projet ou la chef de projet, voire le partenaire qui connaît l'opinion, qui tranche et qui dit sur base de ce que j'ai entendu, on va vers A ou vers B. Et ça, c'est important aussi, sinon il y a un immobilisme qui s'installe. Donc il faut comprendre les deux. Et ça, j'explique moi à mes recrues maintenant chez Dalder et encore. Il n'y a vraiment pas d'hierarchie dans le partage des perspectives. On veut enrichir les thématiques sur lesquelles on travaille chez Dalder sont archi complexes parce que c'est pas juste un PNL, c'est comment on veut vraiment faire avancer des problèmes systémiques dans le bon sens, que ce soit le changement climatique ou le comité international Croix-Rouge, je travaille avec eux sur tout ce qui est différentes thématiques dans le monde. Enfin, c'est compliqué.
Mais donc, on veut votre perspective. C'est hyper important que tout le monde puisse participer. À un moment donné, il faut trancher et il faut respecter aussi qu'à un moment donné, du coup, on va dans une certaine direction. Et ça, c'est cette double. Et c'est pas toujours facile à vivre parce qu'un peu comme tu décrivais, tu te donnes corps et âme pour exprimer tes perspectives à apporter au débat. Et puis à un moment donné, il faut accepter que tout n'est pas repris parce que le collectif et ou un autre mécanisme de prise de décision tranche. Et il faut avancer comme ça ensemble aussi. J'aime bien ta question finale, Kenny Lefusit, parce que tu veux pas d'abord qu'il y ait des gens qui ont dit attends, non, ce que j'ai dit c'est vraiment important et on ne m'a pas compris, donc laissez-moi une chance de. Et puis il faut pas que ce soit qu'il y ait des gagnants et des perdants, il faut qu'il y ait. Et moi, la fois où j'étais très frustré, j'ai parfaitement vécu ça parce que je dis la décision finale est bonne. Hein. Je pensais juste qu'on allait reconnaître mon petit trait de génie, mais voilà, c'était moi, ça, c'était rien d'autre que ça. C'était juste parce que j'étais enthousiaste sur une de mes propres idées, mais c'était rien de plus que ça. Euh, Vraiment super. Et alors, dans ce que tu racontes, il y a le côté, voilà, il vaut mieux s'entraîner quand ça va bien parce que c'est ça qui fait qu'on peut tenir à travers les crises, quand on a un bon fonctionnement d'équipe. On ne va pas rentrer sur les sujets des crises que tu as gérés quand tu étais chez Bipost, mais il y en a eu quelques fameuses et donc tu as réussi à maintenir ce mode de fonctionnement. Oui, oui, et ça, je crois que c'était vraiment important. Je pense vrai que, enfin voilà, on a découvert quand même qu'il y avait des forts soupçons de participation à un cartel par certains membres du management, voire top management. Et donc là, il a fallu prendre des décisions très rapidement sur comment on se positionnait en tant qu'entreprise, des autorités judiciaires, autorités de régulation de marché, la FSMA et d'autres acteurs, le parquet, enfin, et donc tout ça. Et puis graduellement le gouvernement, les médias. Donc tout ça nécessitait beaucoup de confidentialité aussi et de pouvoir faire confiance à un débat ouvert au sein du CA qui ne fuite pas. Et donc tout ça était effectivement très complexe et nécessitait une forme de confiance unie et des règles claires. Et donc là, c'est vrai qu'on a, par exemple, tout ce qui est confidentialité, on a rien cessé. La ligne de communication passait par la présidence exclusivement et pas les autres administrateurs. Et ou s'ils avaient des demandes de presse, on redirigeait toujours vers l'équipe de communication de Bipost. Qu'à certains moments, si on a besoin de s'engager avec différents acteurs et où on pensait que différents administrateurs avaient des relais utiles, on allait se mettre d'accord entre nous sur qui contacte qui. Par exemple, quand on voulait tester la stratégie, même en amont de l'entreprise, quand tout allait bien, ça avait du sens d'avoir différents administrateurs qui allaient contacter différentes personnes selon leur relais respectif, mais toujours tout ça en très bonne intelligence et coordination à travers le CA. Et donc ça, c'est vrai que c'est critique. Et alors, quand on est dans le feu de la crise, je crois que là, il y a d'autres choses qui, moi, m'ont aidé. C'est un peu les accords Toltec. Je les aime beaucoup, les accords Toltec. Tu peux Donc, les les décrire quatre... pour ceux qui connaissent pas? Tu les connais Alors, comme donc ça ou là-dedans, il y a, parler? j'espère que je les mélange pas du coup. Donc, il y a ne rien prendre personnellement, moi, c'est mon préféré. Et ça, vraiment, c'est pour moi une notion. Alors, je dis pas que j'arrive toujours à le faire, y compris dans la vie privée, où les émotions prennent parfois le dessus, mais toujours se poser la question de pourquoi quelqu'un dit quelque chose et que ça a vraisemblablement rien à voir avec soi et peut-être à voir avec la perspective d'autre personne, où elle a vécu et donc cette capacité à comprendre. Et ça, dans le cadre Bipost, moi, ça a beaucoup aidé. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne revois personne parce que mais vraiment personne. Je comprends d'où différentes personnes venaient pour avoir agi de la manière. Et cette notion de personne bonne et pas bonne, ou le mal ou le méchant, enfin, c'est pas une notion réelle. Tout le monde agit dans un cadre de référence et une logique qui lui est propre et qui explique son comportement dans un cadre. Alors, on peut agir peut-être mieux ou moins bien selon les émotions, mais voilà. Donc, en tout cas, ne rien prendre personnellement, ça, c'est le premier qui me prend le plus. Je crois qu'un deuxième, c'est la notion de parole qui est impeccable. Et ça, je ne dis pas que j'arrive toujours, mais je crois qu'être capable. J'essaye toujours de me dire, est-ce que n'importe qui peut m'écouter et je serai à l'aise? Et je ne dis pas que c'est toujours à 100% le cas, mais j'essaie vraiment quand même d'avoir souvent ce filtre quand je parle, même en privé. Et je me dis, mais est-ce qu'au fond, je serai à l'aise que personne m'entende? Ça implique aussi la capacité d'avoir des conversations courageuses, donc par exemple, même à des dimension business plus classique, devoir licencier quelqu'un, devoir dire à quelqu'un qui ne performe pas bien en RH. Je sais que chez Dalbert, parfois, je trouve que les managers ne sont pas assez honnêtes, transparents vis-à-vis de leurs équipes quand quelqu'un ne délivre pas la qualité de travail requise. Et je trouve que c'est une obligation, en fait. Et si on tourne comme l'opportunité pour la personne d'avoir un miroir pour comprendre ce qu'il ou elle fait bien, ce qu'il ou elle peut améliorer et comment, on peut avoir une bonne conversation de soutien et de développement. Et donc, ça se traduit plutôt comme justement parce que je veux t'aider à avancer, j'ai cette conversation plutôt que le ton négatif. Et donc ça, cette notion de parole impeccable, pour moi, ne veut pas dire que le bien. Ça veut aussi dire les choses difficiles, mais trouver la façon de le dire. Et ça, je sais que c'est quelque chose
Moi, j'ai dû malheureusement me séparer de certaines personnes pour des questions de performance, et je suis encore toujours en contact avec ces personnes par WhatsApp et autres, parce que j'ai aidé à ces personnes à savoir que la grille d'évaluation très limitative de ce qu'est un bon consultant, c'est somme toute une vision très limitée du monde, et que ces personnes ont plein de compétences et de qualités. D'ailleurs, je les vois, qu'ils peuvent appliquer ailleurs dans le monde, et je dis souvent d'ailleurs que le premier impact qu'on a, c'est qu'on développe un tas de potentiels qui après vont travailler aux Nations Unies, dans les fondations, dans des gouvernements et apportent leur potentiel là. Et ça me rend toujours très fière. Et donc, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas le meilleur analyste Excel qui existe que la personne ne peut pas aller faire d'autres choses archi brillamment par ailleurs. Et donc, si on apporte cet éclairage dans ces conversations, ça prend une couleur et une tournure tout à fait différente. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment aussi un deuxième, un deuxième principe que j'apprécie beaucoup et qui s'applique, comme je dis, tant dans l'aspect de pas dire du mal gratuitement, entre guillemets, mais aussi et surtout la capacité à dire les choses comme elles sont, y compris quand elles sont moins faciles à dire. Je crois que le troisième accord, c'est écouter, les capacités d'écouter en essayant vraiment de comprendre l'autre et d'où il vient. Et donc ça, je crois que j'en ai déjà un peu parlé en disant que moi, j'aime bien comprendre d'où les gens viennent. J'aime bien parler aussi, c'est pas la question, mais j'aime bien engager, poser des questions et comprendre. Et donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et alors, le quatrième, c'est, oui, ça ne pas faire des suppositions. Et donc, ça, je crois que c'est important. Alors, on est tous un peu insécures au final. On a tous un peu un manque de confiance en soi, même les gens qui le prétendent, qui sont très confiants. Ouais. Et je crois que cette capacité à arrêter de se dire tout le temps, mais c'est parce que, ou peut-être que telle personne m'aime pas ou pense ceci de moi. Et puis te dire, ben, en fait, je vais arrêter de faire les hypothèses et soit te poser la question, soit te laisser pas partir du principe que c'est le pire scénario que j'imagine. Je trouve que ça aide aussi à prendre pas mal de recul et à agir plutôt que réagir dans ce qui se passe. C'est bien ce que tu dis, cette insécurité, effectivement, c'est très humain, on l'a tous, et on se pose Oui. tous la question en disant, est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Alors certains le reconnaissent facilement, et pour d'autres, c'est dur de se l'avouer même à eux-mêmes, mais l'humain vit toujours avec cette interrogation. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je contribue de la bonne manière? C'est une question, et c'est très sain de se la poser, évidemment. Chouette. Alors, Bipost est resté 4 ans en mandat? 4 ans, ouais. 4 années. Pendant 4 ans. Et ça t'a amené vers d'autres CA puisque tu es chez Proximus, Alors, je suis au CA de Proximus pour l'instant et au CA de la Sonaca, la Sonaca. qui est dans l'informatique. Deux autres très belles. Alors, j'ai rejoint le comité d'investissement de Fight Trust, un comité d'impact investing. Alors, on va venir après sur tout ce qui est impact et tout ton travail chez Dalberg. Est-ce que d'abord, il y a des gens qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours, des gens qui t'ont servi un peu de guide? Des personnes qui m'ont inspirée, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, autant des gens que j'ai connus que des lectures que j'ai faites. Bah, je parle d'accord Tech, etc. Mais les gens qui m'ont inspiré, je pense que j'ai eu 2-3 partenaires chez McKinsey que j'ai trouvé très inspirants. J'ai un partenaire qui disait toujours que le pessimisme est d'humeur, que l'optimisme est de volonté. Et je trouve ça très vrai. Dans le monde actuel, je trouve ça absolument vrai. Je crois qu'on peut regarder tout ce qui va mal. Et à un moment donné, forcément, on va vers où on regarde. Hein. C'est comme le vélo. Donc, je crois que si on est pessimiste tout le temps, on finit par le réaliser. Et donc, ça, c'est le genre de personne qui me poussait aussi à toujours pousser la réflexion quand on était coincé dans un projet client, on ne voyait pas comment sortir. Et voilà. Prenons un pas de recul, allons faire une pause, et puis on se repose la question. Donc, cette capacité aussi à prendre du recul était aussi une perspective. Et donc, oui, il y a quand même 2-3 partenaires là qui m'ont beaucoup inspiré. Moi, après, quand j'ai vécu aux États-Unis, c'était la campagne électorale pour le deuxième mandat d'Obama. Donc, j'ai eu la chance d'aller participer en Philadelphie à aller entendre un peu des personnes qui faisaient les campagnes pour lui. Et donc, c'était aussi hyper inspirant, cette mouvance en général, et cette notion plutôt rafraîchissante, positive sur le regard du monde. Et sinon, plus récemment, moi, c'est pas toujours des gens... c'est aussi des gens de mon âge, parfois des gens plus jeunes. Enfin, il n'y a pas de... Je sais que j'ai à tout moment 4-5 personnes que je peux appeler pour demander, tiens, par exemple, une opportunité, on propose telle chose, le livre. J'ai contacté une ancienne administratrice de chez Bipost pour dire, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est quelque chose qui m'irait bien? J'ai contacté un autre administrateur qui était avec moi chez Proximus aussi pour demander ce qu'il en pensait. Enfin, je trouve que ce qui est riche, c'est l'éclairage de différentes personnes qui sont en différents secteurs, qui ont différents vécus, justement, et différents profils, différents
background socio-économique, socio-culturel. Donc c'est pas comme si j'ai 1 ou 2 maîtres à penser, mais j'aime bien être quelque part entourée de 4-5 personnes avec qui je peux, bâton pu tester un peu des idées. Oui, Voilà. oui. Trop chouette. Est-ce qu'il y a des choses que tu captes autour de toi dans l'environnement socio-économique, dans le leadership, dans la culture d'entreprise, avec lesquelles tout le monde semble être d'accord, et tu dis non, là, moi, je peux pas. Ça, c'est. Alors, je parle d'idées courantes, hein. Un terme qui m'énerve un peu, que j'ai beaucoup entendu dans certains contextes, la notion de servant leadership. Ah, Euh, je trouve qu'il est archi galvaudé. En fait, les gens qui... En fait, les leaders qui se disent... En fait, c'est parce que les leaders que j'ai vus utiliser le terme en se disant servant leader étaient vraiment, par définition, je ne classifie pas du tout dans cette catégorie. Et puis, je trouve ça de la fausse humilité. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais du humble bragging. Parce qu'en vrai, quand on est leader, il faut l'assumer, on prend la lumière. Et on prend la lumière, probablement parce qu'on l'aime en partie. Moi, je crois qu'il y a une partie de moi qui aime prendre la lumière, mais aussi parce qu'on a le courage de le faire. Mais ça fait partie du rôle. Et donc, présenter comme quoi, en fait, on est quand même un peu derrière les autres, c'est pas vrai. Quand on a un leader, on est là aussi pour porter une voix, et on a aussi un drapeau, et ça fait partie du job. Enfin, quelqu'un qui veut pas faire ce rôle-là, je crois qu'il doit pas être leader. Donc, je trouve que c'est un peu c'est un peu pas assumer ce côté quelque part que si on est quelqu'un qui va porter un message et qui pense qu'il a un message, il ou elle a un message à porter. Euh, et au plus on dit qu'on est servant leader, au moins finalement on passe du temps à le faire. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que, enfin, pour moi, un leader est par définition quelqu'un qui est au service de son équipe pour débloquer les choses, pour permettre à chacun de se développer au maximum de son potentiel, de contribuer un maximum à la réunion. Et donc, ouais, je parlais de méthodes concrètes pour permettre à chacun de contribuer en réunion, par exemple. Mais coller ce terme là-dessus, je sais pas. C'est peut-être pas de chance. Moi, les gens qui m'en ont parlé sont les gens dont je pensais que ça collait mal la ça définition. Et peut donc, du coup, j'ai sembler développé un peu une aversion. pas très authentique, en fait, comme déclaration, oui. Oui, oui, c'est ça. Je crois que si on est vraiment servant leader, et puis le terme servir, enfin, en fait, moi, je crois que personne ne servir personne. Enfin, chacun doit contribuer et on peut contribuer de différentes positions. Mais en fait, ça renforce une notion hiérarchique quelque part. Ça En fait, renforce une notion qu'il y a quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous. exactement. En fait, c'est une façon de réinsister qu'on est le chef quelque part. Parce que si on considère qu'il y a un au-dessus, en dessous, ben, en fait, c'est une façon, servant leader, c'est une façon de renforcer le fait qu'on est au-dessus des autres. Alors qu'en fait, il Et n'y a pas de qui sert qui. Il y a ensemble, on arrive à quelque chose, on a des objectifs différents. Enfin, on a un même objectif et on a des rôles différents là-dedans. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup de respect pour certaines personnes. Euh, et là, je vais pas citer de nom, tu les connais aussi, qui ont vis-à-vis de moi eu des rôles très différents. Par exemple, des gens qui ont été littéralement mes supérieurs chez McKinsey, qui par la suite ont joué des rôles différents chez moi, qui quand j'étais en philanthropie, menaient des projets philanthropiques et je me retrouvais à les évaluer au nom des familles, des fondations familiales, ou qui après, quand j'étais dans un CA, se retrouvaient membres du management et je me suis retrouvée à négocier des contrats de travail avec ces gens. Des gens qui arrivent à se dire, ben voilà, là, dans ce rôle-là, elle représente telle institution, tel rôle, et moi, tel autre, et les rôles peuvent être inversés au fur et à mesure de la vie. Je trouve ça beaucoup plus riche comme perspective. Pour moi, voilà, j'étais présidente de Big Brother en contexte. Dans une autre vie, je suis consultante et je suis justement au service de là, quelque part, de mes clients. Et tout ça est très fluide. Et donc, on a plusieurs identités. Et il n'y a pas une notion de je suis dans ma personne, dans mon ensemble, servant leader, à nouveau dans cette logique, je suis au-dessus, en dessous, et il y a une hiérarchisation très claire c'est-à-dire des que, personnes, en en fait, fait. ça renforce quelque part le côté, Voilà. hein, Oui, en par tout cas, à l'action, risque de oui. renforcer, parce que je pense que les intentions sont souvent bonnes, hein, quand même, quand on déclare ça. Je vais prendre un risque. Je me demande si c'est pas hegelien, tu vois, le philosophe Hegel, qui parle Oui, du oui. maître et de l'esclave et dit finalement, le maître, il est dépendant de l'esclave, parce que s'il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de maître. Enfin, Tout à on fait. retourne un petit peu aux fondamentaux de la philosophie. Je prends un risque parce que je suis pas certain que c'est tout à fait correct la manière dont je l'explique, mais effectivement, c'est un peu variation sur un même thème finalement. Ouais. Excellent. Ben, je serais curieux d'échanger avec les gens qui écoutent ce podcast et qui ont poussé chez eux cette notion de servant leadership, s'ils reconnaissent ici potentiellement Et peut-être que des c'est le twists. terme, hein. Comme tu dis, Ouais, c'est toute la méthode derrière est peut-être à la bonne. Moi, j'ai pas creusé plus que ça. Je sais juste que les gens qui m'ont cité, quand je regarde comment ils se comportaient, ne n'avaient pas cette impression. Voilà. oui, voilà. Donc, le manque de congruence, finalement, le non-alignement de ce qu'on dit et ce qu'on fait.
Alors, on va un peu parler d'Adalbert. Tu fais quel genre de mission? Tu travailles sur quel genre de dossier chez Adalbert et dans ce type de société? Alors, ça peut être très varié. On travaille par exemple avec des fondations philanthropiques. Moi, par exemple, récemment, pour une grosse fondation américaine, j'ai aidé à revoir leur portefeuille sur tout ce qui était appui au développement démocratique de par le monde. Et donc, vraiment, ils développaient des... alors, ça passait par de la formation des partis politiques, à des méthodes de campagne, de policy making, à comment on aide des femmes à participer au processus, tant en tant qu'elles, juste bêtement votantes, électrices, à être candidates elles-mêmes, mais aussi des mouvements plus civiques, comme on soutient les artistes qui veulent promouvoir des messages autour de la démocratie et porter des messages parfois un peu contraires aussi par rapport à des régimes autocratiques. Et donc, on fait par exemple des mesures d'impact. On essaie de comprendre qu'est-ce qui marche pas pour faire bouger les choses dans ce genre de système. Qu'est-ce qui en est équitable aussi, avec la question évidemment du genre, mais aussi des différentes voix, parfois marginalisées dans ce genre de dynamique. Donc là, c'est le genre de projet qu'on fait. Ça peut être mesurer l'impact, mais ça peut aussi développer une stratégie, dire comment est-ce qu'on veut améliorer le système d'enseignement dans tel pays à 5 ans, ouais, à 7 ans. Souvent, on dit que c'est des cycles de 7 ans pour les réformes de ce type. Quelles sont les mesures qui ont le plus d'impact possible et où faut-il commencer et comment du coup structurer les financements et l'appui technique pour permettre à ça d'avoir lieu. Ça peut être, par exemple, on travaille pour l'instant avec une grosse agence des Nations Unies qui veut revoir sa façon de travailler en interne, donc tout ce qui est efficience opérationnelle au sens plus classique que consultance mainstream, mais donc comment est-ce qu'on met en place un système de performance management qui fonctionne, sachant que les Nations Unies, c'est des fonctionnaires, et donc tenant compte de tout un tas de contraintes, comment est-ce qu'on permet quand même de mettre en place une efficience opérationnelle de qualité malgré le contexte qui est ce qu'il est et prenant en compte les réalités politiques aussi de l'environnement. Donc, ça, c'est un troisième exemple de projet. Parfois, ça peut être des ONG très larges. Là, je travaille, et ça, c'est public, avec le comité international de la Croix-Rouge à Genève, dont les États-Unis étaient un gros bailleur de fonds, 25%, dont ne le sera plus à l'avenir. Et donc, comment est-ce qu'on réfléchit à une stratégie de fundraising qui a du sens, qui peut marcher, qui garantit quand même l'autonomie et l'indépendance de l'organisation vis-à-vis de différents gouvernements. Et donc, voilà, c'est ce genre de projet tant tourner vers l'externe dans l'impact de ces organisations que vers l'interne dans comment elles fonctionnent, qu'on fait beaucoup. Et puis, il y a tout un volet, évidemment, tout ce qui est entreprise, où là, il y a vraiment la logique, quelqu'un l'a coiné Consulting as a Force for Good, Ok. où on accompagne les entreprises, mais seulement les entreprises, on pense qu'elles ont un vrai impact positif et où sont sur ce trajet. Et donc, quand c'est une volonté de revoir leur core business, pour inclure plus de ESG, par exemple, dans leur dimension, dans la réflexion, faire ce qu'on appelle bottom of the pyramid pour développer un nouveau produit, comment on s'assure que tout le monde puisse bénéficier du produit. Danone, par exemple, a développé des usines à yaourt avec des produits renforcés spécifiques aux besoins d'enfants dans des quartiers plus compliqués au Bangladesh. Et donc, comment est-ce qu'on développe une usine locale assez qui permette que la chaîne de froid soit respectée tout en ayant tous ces fortifiants, en s'adaptant aux besoins des goûts locaux. Et donc, voilà, ce genre de stratégie-là, ce qu'on appelle shared value, donc pas juste de la valeur pour l'actionnaire, mais valeur pour les différents stakeholders autour d'entreprises, fait partie des choses qu'on fait. Donc, c'est vraiment de la compliance, parce que maintenant, il y a tout un mouvement, et on est très content, ESG, qui se développe, où il y a de la compliance pure et dure, voilà, on doit faire un double maturity assessment pour la Commission européenne. Donc ça, on peut le faire aussi. Mais en général, on essaie de pousser la réflexion plus loin, c'est-à-dire, mais quelles sont les opportunités vraiment d'avoir un impact positif sur votre environnement, au sens large de terme, au-delà de juste quels sont les risques. Et donc, toutes les régulations modernes dans le domaine de l'impact ont pris un angle plus risque. Et donc, c'est devenu une mesure, souvent d'ailleurs, c'est les comités d'audit maintenant dans les entreprises qui prennent en compte le reporting non financier. Et c'est très bien parce que ça met quelque part une barre très élevée sur, OK, mais vous pouvez pas reporter n'importe quoi, la qualité des data doit être correcte, va être checkée, auditée, et donc ça garantit une crédibilité des données. C'est l'impact de la CSRD, ça? Oui, Oui. c'est Triple CSRD par exemple. Il y en a d'autres trois qui collectivement vont dans ce sens-là. Mais ça, c'est la prédominante. Alors, on sait qu'elle a la réponse instant, mais en pratique, beaucoup d'entreprises ont déjà implémenté les processus, ça c'est très bien. Ce qu'on loupe un peu avec cette réglementation pour l'instant, mais c'est parce que c'est plus à mesurer, c'est pas la dimension risque, c'est la dimension opportunité. C'est comme je disais, quand on regarde la chaîne de valeur en amont, en aval, comment est-ce qu'on peut saisir cette opportunité pour changer les choses pour le meilleur? Un exemple typique, c'est Unilever qui a commencé à essayer de développer des shampoings où il y a moins d'eau dedans.
et ou des shampoings secs, mais ça nécessite un changement de comportement des consommateurs. Et donc, comment est-ce qu'on travaille du coup avec les consommateurs pour graduellement faire évoluer les comportements? C'est pas une question de gestion des risques en tant que telle pour entreprise, mais c'est comment est-ce qu'on peut créer de la valeur au-delà de ce qu'on fait déjà maintenant. Donc, ça, c'est le genre de thématique sur laquelle on travaille beaucoup. Tout ce qui est supply chains, pour des chocolatiers, par exemple, comment est-ce qu'on s'assure qu'on remporte nos petits producteurs de manière où ça leur bénéficie, mais aussi où, avec un peu de chance, nos enfants pourront aller à l'école et pas être juste producteurs. Et donc, comment est-ce que parfois on allie aussi la dimension philanthropique avec la dimension corporate. Et donc, ça peut être du CSR au sens classique du terme. Euh, mais justement, on a envie que ce soit lié au core business de telle manière à ce que ça renforce aussi le core business à moyen terme et que donc ce soit cohérent pour l'entreprise. Ah oui. Voilà, pour donner un peu un paysage très, très vaste de ce qu'on fait, les différents types de projets qu'on peut soutenir. Tu trouves que les entreprises en sont où actuellement? On est en 2025. On en est où dans les trajectoires ESG? Mais il y avait eu des gros programmes avant. Et je crois que les bonnes questions se posaient, et puis la réglementation avançait aussi, ce qui est tout le monde, parce que du coup, on ne se regarde plus, on se regarde le voisin en disant, mais moi, je peux pas le faire parce que ceux ne le font pas. Euh, En France, ils vont plus loin, paradoxalement. Donc, en France, par exemple, ils ont poussé une réglementation comme quoi, alors ça a 2, 3, 4 ans, je crois, tout ce qui est lingette jetable, par exemple, ne sera plus permis. C'est une révolution. Moi, comme jeune maman, j'utilise de lingette jetable. Si ça ne se vend plus, ça me forcera moi aussi à comporter mon comportement. Mais moi, en tant que consommatrice et une entreprise isolée, ne va pas faire ce changement. Parce qu'on est, on est malheureusement imparfait. Et donc, on a nos habitudes et c'est très dur à changer. Et donc, l'entreprise n'a pas intérêt à être la seule à changer dans son secteur. Elle va juste perdre le marché si le règlement change pour tout le monde en même temps. Là, il y a des opportunités. Donc, la France, par exemple, avance assez bien en réglementation environnementale. De manière générale, en Europe, moi, j'ai l'impression il y a forcément un backlash ESG qui vient un peu des États-Unis. Tout ce qui est finance, impact investing, j'ai oublié de mentionner, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec Belder aussi, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact d'investissement Ça veut dire quoi, rentable. faire l'impact investing? Je pense que c'est intéressant d'un peu développer pour C'est les auditeurs. ben, c'est une très bonne question parce que c'est ill-defined, comme on dit en anglais. Il y a différentes gradations quelque part. Donc, il y a des gens qui considèrent, par exemple, donc, il y a toute une législation qui est sortie aussi européenne. Il y a ce qu'on appelle les articles 7, 8 et 9, qui donc, quelque part, mesurent différents niveaux d'impact qu'a un certain investissement. Donc, un impact, ça peut être, si j'investis dans un hôpital et que j'ai un retour financier, c'est très bien, mais en même temps, j'ai bénéficié de la création d'un hôpital qui est un bien public qui va avoir plein de retombées. C'est pas vraiment considéré impact investing dans le sens que le retour, quelque part, est quand même financier avant d'être une vraie intentionnalité. Par contre, comme je dis, si Danone investit et met de l'argent à disposition, voire lève des fonds sur le marché de capitaux pour créer cette usine spécifiquement pour développer ce type de yaourt à un prix plus faible, et donc avec potentiellement un rendement un tout petit peu plus faible, mais avec un impact massif sur les problèmes de nutrition au Bangladesh, là, c'est de l'impact investing. Et donc, il y a tout un tas maintenant, de plus en plus de fonds qui essayent de faire de l'impact investing, à dire comment est-ce qu'on peut investir dans des entreprises, dans des projets qui ont comme première finalité d'avoir un impact sociétal et sont en même temps à minima break-even, voire rentable, le taux de marché. Ça, c'est de l'impact investing. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est qu'on fait la philanthropie pure et l'impact investing, il y a toute une gamme de projets qui peuvent peut-être ramener un peu d'argent. Donc, les clients, les consommateurs sont capables de payer une partie du service, mais pas tout, par exemple. Et là, ce serait bien de pouvoir allier ce qu'on appelle blended finance, beaucoup plus de financement purement philanthropique où les gens disent, moi, je suis prêt à récupérer, et des capitaux qui disent, moi, je vais récupérer une partie pour que quelque part, le risque peut-être plus grand de ce genre de projet soit compensé par cette couche de financement philanthropique qui permet d'absorber les premières pertes éventuellement, par exemple. Donc, il y a toute une ingénierie financière autour de l'impact qui est en train de se lancer, qui a été refroidie un peu. Donc, BlackRock, par exemple, avait pas mal dit qu'ils allaient regarder ce qui était géré dans les investissements. Ils se sont un peu retirés. Il y avait une alliance interbancaire aussi autour de l'impact investing ESG qui, il y a quelques mois, s'est dissoute à cause de l'impact de l'administration américaine actuelle. Moi, je crois que c'est quand même un setback temporaire et qu'on va avancer. Maintenant, ce qui est certain, c'est que je crois qu'il faut aussi réfléchir aux causes de ces setbacks. Et je crois qu'à force de pousser trop fort, trop vite, trop loin, on a perdu des gens en compte. Et justement, à force de mal définir les concepts aussi, on crée un peu du greenwash éventuel qui fait qu'il faut prendre un temps de recul, une réflexion pour après mieux réavancer. Mais j'ai quand même peu de doute que c'est une expression de... C'est une expression de qui, ça? Je crois que c'est américaine, en tout cas, qui dit « The more arch is long, but it bends in the right direction ». Et je crois que ça, c'est vrai. Je crois que
à long terme, on va dans la bonne direction. J'ai du mal à croire. Tu veux le On répéter, a donc The More Arches? The Moral Arch. Donc, The l'arc de la Moral morale Arch. est longue, mais penche dans le bon sens. C'est Martin Luther King qui a dit ça. Wow. Qui lui a perdu sa vie en l'occurrence. Donc, mais il a raison. Quand on voit où lui était, les combats qu'il menait, où on est maintenant, il pourrait être fier. On a quand même beaucoup progressé dans cette thématique raciale. Et donc, ça veut dire que quelque part, je crois que on va avancer en tant que société. Quand on regarde depuis 2000 ans, on fait qu'avancer avec des moments de recul. Mais je pense que collectivement, on vit quand même tous de manière plus prospère, plus pacifiée et plus respectueuse les uns des autres et même de l'environnement. Donc, moi, je suis quelqu'un qui, quand je regarde sur le long terme, je me dis on va dans le bon sens. Il y a un livre que je trouve fascinant pour ça et qui a été remis à jour. Donc, ça, j'ai pas lu la version remise à jour, justement, vu les événements récents. Steven Pinker, qui s'appelle Enlightenment Now. Je peux donner référence après. Oui. Qui en gros démontre que c'est pas vraiment des data scientifiques, que dans plein de thématiques différentes, que ce soit à l'environnement, aux inégalités, à la démocratie, à la prospérité, à La santé. l'enseignement, Oui. Et la santé. santé, typiquement, prendre en compte aussi, même bêtement des mesures comme le nombre de calories disponibles par humain sur cette planète est consommé en moyenne par humain depuis 500 ans, mais en fait, des grosses épidémies de malnutrition, comme on a pu en conquérir dans les même 90. Moi, je me rappelle qu'on parlait d'Éthiopie où les gens mouraient de faim. Ça a quasi disparu de la planète. Et quand c'est le cas, c'est purement créé par l'humain. Enfin, on a eu des événements récents, mais des vraies sécheresses ou autres causes vraiment purement naturelles. Et ça arrivait. Enfin, au cours du 18e siècle, il y a plein de gens d'Irlande qui ont émigré vers les États-Unis parce qu'il y avait la maladie de la pomme de terre et tout le monde était en train de mourir de faim. Donc, tout ça pour dire qu'on a quand même énormément progressé en plein de domaines. Et oui, c'est pas linéaire, on fait des pas en arrière, des pas de côté, mais moi, je suis quand même quelqu'un qui pense qu'on va de l'avant. Et alors, le grand prochain sujet sociétal, c'est l'IA, évidemment, et l'impact que ça aura. Moi, j'ai peut-être une naïveté confiance à l'humain. Je crois que oui, il va y avoir il y a des adolescents qui sont déjà décédés après des conversations avec l'IA, donc je suis pas du tout naïve, aveugle. Il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments de réflexion, des contre-coups, mais je fais confiance à l'inventivité humaine que pour développer ensuite les mécanismes qu'il faut pour corriger. Évidemment, toute la question, c'est est-ce qu'on développe assez vite ces mécanismes de correction vu le scale rapide que Oui. peut prendre l'IA. Effectivement, la société régule après l'effet Oui, c'est l'humain. Essayer d'anticiper un maximum et le principe de précaution est un bon principe. Donc, c'est un principe qui existe dans le mouvement de développement durable depuis les années 80 et le rapport Brundtland. Oui, les principes de précaution sont essentiels, mais on ne peut pas tout prévoir et je ne crois pas que ça doit freiner entièrement l'innovation non plus. Oui. Mais oui, il faut tester à pilote à petite échelle, voir ce qui marche pas et seulement à ce moment-là étendre. Et ça, c'est mettre en place la gouvernance. Et nous, on retourne sur la gouvernance, non pas les entreprises, mais même sociétale, mais d'ailleurs des entreprises. Je crois que moi, ça, c'est un travail que je fais pas mal chez Dalbert pour l'instant. C'est de demander aux acteurs avec qui on travaille, mais est-ce que vous avez une gouvernance éthique en place autour de l'IA que vous utilisez? Est-ce que vous avez vraiment le cadre qu'il faut pour vous assurer que vos data ne vont pas se perdre dans la nature, que les données sont analysées de façon solide? Enfin voilà, donc, de nouveau, je suis pas naïve, je dis pas que ça va aller tout seul, mais je crois en la capacité humaine de mettre en place ces garde-fous et puis de réagir, rebondir et par correction et malheureusement devoir essuyer quelques revers et voilà, peut-être physiquement des vies qui vont se perdre. Mais j'ai espoir que ça mène. Et après, l'autre grand sujet, c'est évidemment les conflits mondiaux et où les équilibres actuels mènent. Et ça, je suis pas du tout géostratège, donc c'est loin de moi. Voilà, j'ai pas d'opinion tranchée sur la question. Je n'exclus pas qu'il y ait des conflits armés à nos portes beaucoup plus rapidement et plus fort que ce qu'on voudrait ou que ce qu'on pense encore possible. Mais à long terme, à moyen terme, je crois qu'on peut quand même caler vers du mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par les phases difficiles avant. Oui. C'est le vrai optimisme dont tu parlais tout à l'heure. C'est un choix que d'être optimiste et de chercher les éléments positifs, effectivement. Tu l'as dit, donc dans ton rôle de consultante, tu es aussi responsable d'équipe et d'engager des juniors. Qu'est-ce que tu regardes, toi, dans le fond, chez les gens de tes équipes quand tu les évalues ou quand tu les recrutes? Tu fais attention à quoi en termes de talent? Qu'est-ce que je regarde quand je recrute des gens ou quand j'évalue des gens chez Dalbert? C'est assez...
c'est peut-être un peu décevant parce que c'est assez standard par rapport à la plupart des cabinets de conseil aussi. Peut-être avec quelques dimensions de soft skills en plus qu'on cherche, mais il y a toute la partie problem solving, donc quelqu'un qui est capable de rapidement rentrer dans une thématique, comprendre les questions clés, les enjeux, structurer la problématique, identifier les analyses à mener, les mener de façon efficace, correcte, déduire les bonnes conclusions, les bons insights. Donc cette partie quelque part plus propre au cabinet de conseil stratégique. Il y a toute une partie capacité à travailler en équipe, et donc collaborer. Moi, je parle de la méthode de consentement, comment rapidement s'adapter à une équipe, fonctionner, être efficace au bout de 3-4 jours, travailler ensemble. C'est ensuite pareil vis-à-vis des clients, et donc la capacité à... Et là, vu qu'on travaille avec des clients quand même très seniors, parfois dans le politique, en termes de profil, vu par exemple les Nations Unies comme étant des gros partenaires avec qui on travaille souvent, il y a quand même une dimension de maturité qu'on cherche assez rapidement. Chez des juniors, capacité de comprendre les enjeux, y compris justement, on parlait de dynamique de pouvoir qui peuvent jouer dans l'interaction politique, parfois de jeux d'ego qui jouent malheureusement aussi, et comment capter ça et comment prendre ça en compte dans la réflexion qu'on mène sur les projets. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant, ce qui est particulier à Dalberg, c'est que dans tous nos projets, on applique ce qu'on appelle une lentille de genre et une lentille de climat. Donc, on va toujours analyser une problématique aussi sur la question de quelles sont les implications d'un point de vue genre. Et Genre, quelles sont les implications d'un point de vue genre homme-femme. Mais justement, le genre, c'est pas que homme-femme parce que c'est un pardon, oui. continuum. Mais oui, on est d'accord. Oui. À l'extrême, homme-femme, et puis plein de gens qui se définissent autrement entre les deux. Mais donc oui, cette question de comment est-ce qu'on prend ça en compte dans la façon dont on mesure la problématique, mais comment on fait des recommandations. Et pareil pour le climat. Donc récemment, par exemple, j'avais une équipe qui faisait plein d'analyses justement sur la mise à l'emploi. Ils disent, mais en fait, c'est ce type de formation qu'il faut, et il faudrait que les gens échangent plus entre eux pour qu'ils collaborent mieux. Donc il faudrait qu'ils fassent 10 formations sur l'année, où ils vont, je caricature un tout petit peu, mais où ils me disaient, il faudrait qu'ils aillent se retrouver, ils habitaient partout dans le monde, se retrouver à tel et tel et tel endroit dans le monde pour faire des formations ensemble, le samedi, dimanche, enfin, je caricature. Et là, je leur ai dit, mais vous pensez à toutes les personnes, c'est pas mal de personnes de pays émergents, qui, n'auront pas les visas qu'ils doivent avoir pour pouvoir aller suivre une formation à Londres ou à New York. Pensez à toutes les familles, les parents, et malheureusement, le poids est encore souvent sur les femmes qui ne vont jamais aller prendre un avion pour passer 10 fois par an pour aller voir une formation alors qu'ils ont les enfants à la maison. Et puis surtout, pensez à l'impact climatique que cela. Alors, je caricature un tout petit peu la proposition que l'équipe m'avait faite. Mais c'est ce genre d'exemple pour montrer qu'on passe toujours au crible des recommandations qu'on fait. Quels sont les impacts de cette dimension-là? Et on forme nos équipes aussi à avoir ça en tête, de telle manière qu'on améliore ensuite les recommandations en prenant ça en compte. Et alors, un autre angle que j'aime beaucoup chez Dalberg, c'est ce qu'on appelle Human-Centered Design. C'est qu'on ne fait pas que l'analyse top-down, donc c'est-à-dire on analyse les chiffres et on fait des recommandations sur base des chiffres. De nouveau, je caricature. Mais on travaille beaucoup, on fait des laboratoires donc Human-Centered Design Workshops, on appelle ça, où on travaille avec des bénéficiaires finaux. Donc, ça peut être, justement, je reprends l'exemple de Danone et du yaourt fortifié. Si on devait faire ça, ce serait travailler avec des personnes, des clients potentiels au Bangladesh, des familles locales de différents niveaux socio-économiques, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut pour essayer de travailler en usine pour pouvoir acheter ce produit, à quoi doit ressembler l'emballage, et donc vraiment designer la solution et la réponse avec les personnes impliquées plutôt que d'interviewer les patrons d'usine et les gros ponts. C'est dangereux de dire aux gens, je sais ce qui est bon pour vous. Hein? Oui, et malheureusement, ça paraît évident, mais on le fait beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Oui. Tu parlais du genre. Être une femme pour toi, ça a été un avantage, un inconvénient dans ta carrière? C'est neutre? Je crois pas que c'est neutre. Je crois que ça a été un inconvénient et un avantage. Je crois que ça a été un inconvénient incertain. C'est une question compliquée. Je réfléchis. Oui. En tout cas, je pense que oui, on ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas de différence. Moi, j'essaie d'être assez aveugle à ça et je détecte assez vite les gens qui, en fait, le sont aussi dans le sens où je ne me sens pas traitée différemment parce que je suis une femme. Et en fait, ça se sent assez vite. Ceci dit, j'ai aussi senti des contextes dans lesquels on me traitait un peu différemment parce que j'étais une femme. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne sais même pas dire, mais différemment.
Alors peut-être que certaines personnes, c'était un peu condescendant, moi à l'écoute, il y a le côté jeune femme aussi qui joue. Euh, mais ça m'a servi par ailleurs aussi. Moi, ça, sur le coup, dans ma vie de conseil d'administration, arriver et me faire prendre un peu de haut, c'est très bien parce que les gens se méfient pas du tout. Et donc, parfois, on dit des choses qu'ils ne m'auraient jamais dites s'ils étaient un peu plus prudents, un peu plus méfiants. Et en fait, étaient vachement naïfs quelque part vis-à-vis de moi. Et donc, ça m'a permis de pouvoir avoir accès à un certain type d'informations. Je ne l'apprends pas autrement. Donc, je crois que jouer un peu la carte naïve pour après rebondir dessus, ça marche très bien. Donc ça, quelque part, c'est retourné en inconvénient, en avantage. Par ailleurs, moi, je remarque que ce qui est vrai, c'est que je connecte très bien et peut-être mieux avec des femmes aussi. Et donc, je me rends compte qu'on recrée des réseaux parallèles de femmes entre elles qui sont très forts et très, très, très soudés et très solides, euh, qui m'ont aidé. Donc, j'ai peut-être pas accès à ce niveau de mentorship avec des hommes, mais je l'ai avec tous les hommes en tout cas. Mais je l'ai beaucoup avec des femmes. Et donc, je me dis que ça, voilà, chacun, quelque part, naturellement, l'humain est attiré par certaines affinités qu'il ou elle a. Et il y a plein de dimensions qui peuvent jouer sur avoir une affinité ou pas, mais le genre en est un. Et donc, ça joue des pour et des contre. Et alors, ce qui est certain aussi, c'est que je sais que dans certains rôles qu'on m'a proposés, on cherchait aussi activement des femmes. Je ne citer les postes. J'espère, je pense, ça n'a jamais joué au détriment de est-ce qu'elle est compétente ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes compétents et qui auraient peut-être été aussi compétents que moi pour certains rôles, mais parce qu'on voulait redresser imbalance, un déséquilibre historique, on voulait une femme et donc on me l'a proposé. Et donc j'ai peut-être eu accès à certaines Oui, possibilités que des hommes avec les mêmes compétences n'auraient pas eu. Et donc il y a pour l'instant, et ça il faut reconnaître, c'est tout le mouvement d'administration américaine pour l'instant, je crois qu'on n'a pas assez reconnu que il y a toute une génération d'hommes qui, pour l'instant, l'homme blanc straight, donc qui n'est pas gay, quelque part, peut se sentir un peu dévalorisé parce qu'il a été dans une position de dominance pendant si longtemps. Et tout d'un coup, tous ces hommes qui sont très compétents parce qu'ils ont des générations derrière eux de gens compétents qui leur ont permis d'être compétents, ont peut-être moins accès à des opportunités qu'on réserve quelque part maintenant, via quota et autres, à certaines populations qui n'ont pas eu accès. Alors, Je pense pas que ces personnes sont moins compétentes, mais comme on tape dans un plus petit groupe de personnes compétentes à la base, j'ai peut-être plus d'opportunités que d'autres oui, qui font partie de ces groupes plus vastes de gens compétents. Voilà. Après, comme tu dis, l'homme blanc, straight depuis de 50 ans, et je sais de quoi je parle, euh, qui a beaucoup bénéficié, mais c'est pas lui qui a bénéficié, c'est ce C'est ces générations stéréotype-là, avant. hein, c'est cette persona-là. Mais moi, j'ai pas toujours été un homme blanc depuis de 50 ans. Enfin, si, j'ai toujours été un homme blanc, mais j'ai pas toujours eu plus de 50 ans. Donc voilà, ouais, voilà, dans la société, parfois, effectivement, on a à payer le prix de choses qui sont pas de notre fait, mais c'est ça aussi, faire société Oui. ensemble. Oui. Et il y a toute la question de l'enseignement et des jeunes hommes. Pour l'instant, on voit, ouais, chez d'Albert, c'est prédominant comme thématique. On voit que les résultats scolaires, donc pas dans les pays évidemment où les femmes sont, Afghanistan, sont structurellement défavorisées, mais dans les pays où on essaie de créer une équité au niveau scolaire entre garçons et filles, on voit que les filles réussissent beaucoup mieux à l'école de plus en plus que les garçons. Et ça, on le voit dans nos pays à nous aussi très fort. Et alors on peut se demander à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le système scolaire qui est mieux adapté à un profil féminin qui a été inculqué, nouveau nature, mais qui a été inculqué à une certaine volonté de bien faire, de justement scolaire, on dit souvent. Et donc, les femmes réussissent mieux dans le parcours scolaire, les hommes, en général, réussissent moins bien pour l'instant. Est-ce qu'il y a une question de représentation? C'est tous, les instituts maternels et primaires, c'est quasiment toutes des femmes. Parce que ça joue aussi sur la capacité des jeunes garçons à se projeter et à réussir. Et donc, il y a toute une thématique. À nouveau, il ne faut pas discréditer la mouvance actuelle qui vient aux États-Unis, qui est qu'effectivement, il y a toute une part de la population dont certains mais ont tellement bénéficié par le passé. Mais comme tu dis, oui, mais pas eux dans leur chair, c'est des générations avant. Et donc, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on permet à chacun de trouver son compte, alors qu'on est effectivement en train de redresser certains Est-ce équilibres que c'est pas ça un peu l'intelligence aussi, c'est être capable de constamment ajuster, prendre une position, Oui, je suis tout à fait réajuster, d'accord. chercher un juste équilibre? Je pense qu'il y a une chose qui va. Ah bon, j'ai pas de doute sur le fait que beaucoup de gens vont être inspirés par tout ce que toute notre conversation ici, tous les points de vue que tu offres et toutes les expériences que tu partages. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire: waouh, mais comment elle fait quoi? Elle est jeune, elle a un job de consultant qui est pas piqué des verres, elle a des mandats dans des conseils d'administration, c'est une maman. Donc comment tu équilibres tout ça? Comment tu gères tout ça? Comment tu tiens... La question que je pose toujours dans ce podcast, c'est comment tu tiens l'énergie? Parce que je pense que les gens que j'interviewe sont des gens avec beaucoup de responsabilités, mais souvent, je vois aussi beaucoup d'énergie. Et donc, comment tu gères ça? Je crois qu'il n'y a pas de mystère. Hein. Je regarde
quelqu'un qui communiquait qui avait fait une vidéo sur LinkedIn, je sais plus qui c'était, mais quelqu'un assez connu aux États-Unis. Il disait When I succeed somewhere, I fail somewhere else. Il donnait l'exemple, il dit voilà, si je donne une très bonne oration aujourd'hui, c'est parce que hier soir, j'ai pas été au spectacle de danse de ma fille parce que j'ai dû louper. Quand je décide de passer du temps à préparer l'anniversaire de ma fille un vendredi après-midi, bah, j'ai pas pu aller à telle conférence qu'on regardait qui était intéressant. Donc, je crois que c'est en permanence accepter qu'on doit faire des choix et être OK avec. Enfin, moi, il y a une partie où voilà, je sais que je suis pas à 100% partout dans tout ce que je fais. Euh, En préparant ce podcast, je me suis dit, j'aurais quand même passé une demi-heure de plus à préparer. Ben non, voilà, j'ai accepté que j'ai passé un certain temps, puis que j'allais faire confiance à laisser le fil se dérouler. Et donc, je crois qu'il y a capacité à se dire, voilà, good enough et good enough. Et alors, il y a good enough et l'autre phrase que j'aime beaucoup, c'est better done than perfect, qui est Sheryl Sandberg. Voilà, à un moment donné, il faut accepter qu'on apporte ce qu'on peut apporter. Ce sera pas parfait, on n'est pas parfait tout le temps, mais on essaye de tenir ce genre de balle. Et puis apprendre à dire non. Et ça, moi, je crois que je suis pas encore très loin dans ce parcours-là. Mais juste pour à un moment donné se dire qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, euh, pour garder cet équilibre. Ça, je crois que c'est important. Puis à la maison, voilà, avec mon compagnon, c'est très fort 50-50. On a 2 filles à la crèche. On se partage les matins et les soirs qui amènent, qui développent. Donc j'ai la chance aussi de ce côté-là que ce soit très équilibré, parce que c'est certain que sinon on sera pas pareil. Et que du coup, pour nous deux, c'est un problème quand on doit aller voyager 3-4 jours, bah, c'est pas plus facile pour lui que pour moi. Et donc je vois bien que ça joue aussi. Et ça surprend parfois un peu, parce que autant moi, les gens comprennent quand je dis que je ne peux pas venir pour une conférence pendant 3 jours. Autant les hommes, quand ils disent qu'ils ne peuvent pas venir, on les regarde un peu surpris en disant, mais enfin, tu n'as pas une épouse qui peut s'occuper des enfants, on leur dit plus, mais on penserait voir. Et donc, je crois que c'est pas facile d'être un homme non plus dans ce cadre-là. Parce qu'il y a une tolérance à la vie de famille pour les femmes, c'est maintenant beaucoup plus discutable, dans le bon sens, débattable, que pour les hommes. Tu sais que le Covid a changé quelque chose dans mon expérience par rapport à ça. Moi, je le mets sur le fait que on a repris conscience en travaillant pendant tout un temps de manière forcée à distance que les gens avaient une famille, avaient une maison. On a vu les enfants des gens apparaître dans les écrans. Moi, j'ai encore des jeunes enfants et parfois, bah, ils rentrent de l'école, ils viennent et puis je dis, mais oui, viens. Enfin, c'est pas parce que je suis en réunion que, alors ça dépend du contexte, mais souvent ils passent. Et je vois que ça fait plaisir aux gens aussi de se dire, ben, enfin voilà, on est entre humains, quoi, hein, et heureusement qu'il y a des parents, et heureusement qu'il y a des enfants. Et je pense que le Covid a fait du bien de ce point de vue-là, de se rappeler que, alors, ça a fait du bien, ça a fait du tort, parce on a envahi nos maisons avec le travail. Mais en même temps, on a réhumanisé les relations, on a appris à revoir chez nos collègues aussi des parents et des gens qui ont ces responsabilités-là, en plus des responsabilités professionnelles. Ça a beaucoup joué, et même la capacité à prouver qu'on est capable de travailler à distance. Ça, je vois bien dans mon travail chez Adler, qu'on travaille de manière très globale. Beaucoup de mes partenaires et mes clients s'attendaient à ce que je vienne. Moi, j'ai eu des semaines où je passais un lundi après-midi à Yerevan, en Arménie, pour faire un workshop sur les médias indépendants avec des associations là-bas, avec USAID. Et puis, je partais au Canada pour l'UNESCO, qui a un centre de statistiques là-bas pour les aider à réfléchir à leur positionnement. Et puis, je repassais par Paris avant de terminer à Londres en fin de semaine. C'était absurde. Et c'était absurde d'un point de vue impact climat. Et donc, c'est vrai que la combinaison Covid a développé plein de techniques de facilitation en ligne, aussi de workshops, justement, toute cette gestion. Et donc, les gens ont pris l'habitude de faire beaucoup de choses en ligne. Du poste, moi, j'ai même eu des commissions paritaires avec les syndicats en ligne. Au début, on va dire, syndicat, pas possible en ligne. Mais en fait, une fois que la confiance est créée de nouveau et la relation existe, on peut faire des choses en ligne. Et donc, ça a beaucoup aidé. Et puis, le troisième argument, c'est le climat. C'est sûr que rappeler aux gens, surtout quand on travaille pour un cabinet qui se veut force for good, non, c'est pas possible que je prenne un avion pour traverser le globe pour 24 heures. C'est inacceptable. Et donc, voilà. Et donc, je crois que tout ça aide effectivement dans le bon sens. Et c'est vrai que la dimension familiale, du coup, a pris le dessus, je pense, beaucoup plus qu'avant. Parce que les gens se sont rendus compte que les gens avaient effectivement une maison, un espace même juste logistique à gérer aussi par ailleurs au-delà de leur lieu de travail. Oui, j'ai entendu un podcast il n'y a pas longtemps avec Carlos Ghosn, donc l'ancien patron de Renault-Nissan. Et lui disait qu'il avait fait le choix de ne pas avoir de vie sociale pratiquement. Il disait, voilà, à un moment, il faut faire des choix. J'ai dû énormément donner au niveau professionnel. Ma famille est très importante aussi. Et donc, j'ai peu d'amis, j'ai peu de relations sociales parce que c'était simplement pas possible de tout faire. Et mes choix se sont portés sur ma famille et mon boulot. Alors, c'était un peu extrême dans le truc. Et j'espère pour lui qu'il a quand même quelques amis. Mais effectivement, poser des choix, hein, et assumer des choix qu'on fait.
Ça fait partie des critères de succès probablement. Et puis moi, une réflexion que je me mène souvent, c'est il y a un temps pour tout. Et tout n'est pas possible en même temps, mais des chapitres de vie. Oui. Là, moi, voilà, je suis en chapitre de vie, je parlais du livre où j'ai 2 jeunes enfants. Eh bien, je trouve normal de privilégier, de passer du temps avec ces 2 jeunes enfants et de peut-être dire non à certaines opportunités. Alors, ça tiraille un peu chez moi parce que je veux pas être le symptôme de la femme qui, parce que les enfants arrêtent de travailler, donc on en est loin, effectivement, mais je veux pas rentrer dans ce moule-là aussi. Et en même temps, je me dis ne pas le faire par réaction contre un moule, c'est encore pire. Donc, si pendant quelques années, je décide de redire non à certaines choses ou de ralentir, entre guillemets, ou de ne pas sauter sur la prochaine opportunité parce que je sens que c'est pas le moment, je crois que c'est très bien. Et rien n'empêche par la suite de reprendre après, plus d'acquisition d'autres activités plus demanding. Et ça aussi, c'est mon expérience, c'est qu'une carrière, c'est pas linéaire. C'est qu'on peut, moi, j'avais fait 2 ans chez McKinsey et puis j'ai pas décrit, mais j'ai fait un stage pendant un an en affaires européennes, en diplomatie, où j'étais stagiaire, donc j'étais payée 800 par mois, je crois. Je crois qu'il y a moyen de faire différents parcours aussi qui sont pas du tout linéaires et c'est très bien. Et donc, je crois que ça, c'est aussi nouveau dans l'approche de la carrière et la balance avec la vie familiale et sociale, qui était peut-être moins le cas avant. Oui, oui, c'est assez significatif des nouvelles générations aussi d'accepter cette non-linéarité telle que l'a dit. Alors moi j'avais encore je pourrais te poser encore 1000 questions, je pense tellement que c'est chouette cette conversation, mais on doit être conscient du temps qu'on consacre, hein, comme on vient de le dire, et qu'on consacre aussi à ce podcast. On va tout doucement se diriger vers la conclusion. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais transmettre aux auditeurs du podcast? Qui est-ce que je suis pour transmettre un message? J'avais dit merci de me recevoir. Euh, je crois que terminer par ce qu'on a commencé, cette notion de boussole, je crois que c'est quand même vraiment important. Je crois que on va vraiment là où on regarde. Je crois que c'est le cas. Et donc, essayer, et ça, il y a deux sous-messages peut-être. Il y en a un de prendre quand même du temps, et quelle que soit la forme pour chacun, ça peut être. Mon compagnon adore faire du vélo, par exemple, donc il a besoin d'aller faire du vélo 1 heure de temps en temps dans la nature et ça le ressource énormément. Moi, comme je dis, c'est faire du yoga, mais donc trouver des petits moments de respiration, ne pas regarder son téléphone quand on est au feu rouge. Enfin, ça peut être différent, en marchant, précisément. Ça peut être différentes choses, mais créer ces espaces un peu de recul, je trouve que c'est quand même vraiment important. Et être clair pour soi de ce que c'est ces moments-là. Ça peut être pour certains avoir une tasse de café au calme le matin. Enfin voilà, il faut définir ce que c'est, mais créer ces bulles de respiration, je crois que c'est quand même important pour garder ce sens de vers où on va. Et puis, ouais, essayer de projeter ce qu'on pense, vouloir être ce qu'on pense être bon pour autour de soi. Et donc, quelque part, je parlais des accords Toltec. Euh, je vois bien que les relations qu'on crée, et du coup, l'écosystème et les effets qu'on peut mettre en mouvement dans son entreprise, dans son cadre, sont très fort liés à ce qu'on projette soi-même. Et donc, quelque part, en permanence, agir comme on voudrait que le monde soit, quelque part. Au début, je crois que c'est très naïf et bisounours, mais je crois pouvoir plus que c'est vrai, parce que je l'ai vécu plusieurs fois déjà. En fait, en agissant d'une certaine manière, ça crée un autre type de réaction, et une conversation peut aller en 2 directions très différentes selon comment on se positionne et quelle posture on prend. Et donc, je crois que chaque fois qu'on se dit comment est-ce que je peux aider à changer les choses, je crois que partir de soi, dire comment est-ce que moi je peux faire quelque chose différemment la prochaine fois, et sans se culpabiliser, hein. C'est plus en s'observant plutôt, mais en partant de je m'observe, qu'est-ce que je peux essayer d'un peu différent la prochaine fois quand j'essaie d'atteindre un autre résultat. Je crois que pour moi, c'est quelque chose qui a bien marché dans le passé. Chouette. Alors, on va là où on regarde. Je trouve que c'est vraiment c'est une magnifique parole. Et en plus, c'est vrai, hein, ceux qui font des sports en mouvement comme du vélo ou du ski, si on regarde juste devant sa roue, juste devant ses skis, s'il y a un danger, on tombe, hein, en général. Ou les gens Tout à qui font fait. de la moto, qui font de la conduite, on sait qu'il faut regarder la sortie du virage. Et que si on est trop focalisé sur ce qui vient juste là devant, c'est un facteur de chute. Et donc, c'est une belle métaphore aussi dans la vie et dans la vie professionnelle. Euh, J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir au début de ta carrière que tu serais capable de te donner maintenant? Moi, il y a une phrase de Steve Jobs qui m'a beaucoup parlé. Alors, on me l'avait dit, mais je n'étais pas assez écoutée. C'est You cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. Et moi, ça me parle beaucoup parce que quand j'étais jeune, j'avais un peu l'incertitude de me dire, mais le, le monde est ouvert. Moi, j'étais très scolaire, donc j'avais fait mes études. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il n'y a plus de trajet tout tracé, qu'en fait, tout est à inventer. Et je trouve que c'était beaucoup source d'angoisse pour moi. Et je crois pour beaucoup de jeunes de se dire, mais en fait, je sais pas.
ce que je peux faire. Je peux faire plein de choses, mais vers où je vais et vers où va aller ma vie. Et en fait, en testant un peu différentes choses et en allant peut-être justement un peu à l'instinct, on se rend compte petit à petit que les choses prennent sens. Et donc, par exemple, moi, j'ai fait McKinsey du conseil, puis je me trouvais dans le monde de la philanthropie à aider à structurer des portefeuilles philanthropiques. Et puis Dalberg, quelque part, a été la synthèse de ça, où je me rendais compte que j'aimais vraiment bien la partie conseil stratégique d'accompagnement, mais j'avais envie de le faire sur les thématiques à impact. Et en fait, en ayant combiné ces expériences, en fait, j'étais prête à ce moment-là pour faire Dalberg. Je n'aurais peut-être pas été 10 ans avant, alors que c'était déjà été proposé à ce moment-là sur mon trajet. Big Post, pareil, c'était pas du tout prévisible, mais le fait que j'avais déjà travaillé pour l'entreprise publique, c'est que j'avais développé des espaces de discussion, d'échange comme ça, a fait qu'en fait, c'était presque naturel quand c'était naturel. Comme on disait, mon profil n'est pas naturel, mais quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit, oui, ça peut avoir du sens. Sur la vie privée aussi, je crois que en tant que jeune, on se demande un peu, est-ce qu'on va rencontrer la bonne personne, est-ce qu'on va avoir des enfants? Je savais pas si je voulais ou pas, et en fait, naturellement, les choses se mettent. Et donc, je crois que faire un peu confiance à l'univers et à sa capacité justement à tester des choses et aller graduellement de l'avant. Quand je dis on va vers où on regarde, je suis pas en train de dire, parce que c'était pas du tout mon cas, que j'avais une vision hyper précise d'où je voulais être à 40 ans, pas du tout. Mais c'est un sens de quelle couleur, quelle dynamique, quel type d'énergie j'ai envie de vivre et de dégager, et qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans le type de travail que je fais. Et moi, c'est échanger avec des gens, c'est comprendre les thématiques compliquées, c'est créer du lien autour de recommandations. Une fois qu'on arrive à distiller ce genre de choses petit à petit en testant, je crois qu'on finit par avoir les opportunités qui se présentent et y arriver. Mais si on se stresse trop à l'avance de se dire, mais où est-ce que je vais aller stratégiquement, du coup, quel est le chemin pour y arriver le plus vite possible, je crois que ça crispe un peu le tout et ça laisse pas de place justement aux opportunités quand elles se présentent. C'est magnifique parce qu'il y a une apparente contradiction entre les deux. Oui, oui. Ce qu'on a dit, on va là où on regarde. You cannot connect the dots looking forward, but only looking backward. Mais c'est pas du tout contradictoire, c'est magnifiquement complémentaire. Donc merci Audrey pour tout ça. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.